Alors, il faut entendre cet interdit des pensées au sens freudien, Freud parlant de Denkverbot, c'est une notion mineure mais qui existe chez Freud et qui n'est pas tout à fait de l'ordre de la censure ou d'une interdiction venant de l'extérieur, mais plutôt d'une inhibition interne. On retrouve cette notion à la fin de l'avenir d'une illusion en particulier. Et c'est un peu dans ces termes que nous l'avons reprise, c'est-à-dire, c'est pas juste quelque chose d'exogène qui viendrait de l'extérieur, mais il y a des éléments endogènes à l'intérieur de la psychanalyse qui font obstacle, ou qui ont fait obstacle à que cette question puisse être déployée. Alors, nous n'avons pas une réponse absolument univoque à cette question, mais il y a un faisceau d'indices qu'on peut repérer sur pourquoi cette question a eu du mal à s'installer dans la psychanalyse en général et dans la psychanalyse française en particulier. Je pense qu'on pourrait en repérer trois. La première, c'est l'effet que pour des raisons historiques, c'est plutôt à travers la question de l'antisémitisme que la question du racisme s'est posée en psychanalyse pour des raisons qui sont liées bien sûr à l'histoire du mouvement psychanalytique et à la diaspora et à sa diaspora pendant les nazifascismes, etc. Mais aussi pour des raisons plus logiques quelque part, c'est-à-dire que l'analyse de l'antisémitisme se prêtait davantage à un entendement psychanalytique dans la mesure où l'antisémitisme conçoit une sorte d'ennemi intérieur, interne, intime. Et, alors que, disons, les racismes auxquels nous nous intéressons dans les livres, qui est un racisme de matrice coloniale, pense l'autre de façon fortement extériorisée. Le partage. Et on pourrait même dire que dans l'antisémitisme, ce n'est pas tout à fait une question d'infériorité raciale qui se pose. Les juifs n'est pas conçu comme inférieur, mais plutôt comme diabolique ou comme une présence nuisible. On pourrait discuter longuement de cette question, de comment la psychanalyse a pensé l'antisémitisme, et cette question continue à être très présente, en particulier dans la psychanalyse française. Donc ça, c'était l'effet que le racisme soit surdéterminé, la prise en compte du racisme soit surdéterminée par la question de l'antisémitisme a joué un rôle important. La deuxième raison est, disons, liée au tournant langagier de la psychanalyse française avec Lacan. Ce tournant langagier a, d'une certaine manière, mis de côté ou diminué en partie le rôle de l'histoire. Et donc, force est de constater que malgré tous ses atouts théoriques, la psychanalyse française et francophone a eu du mal à réinstaller un rapport vivant avec l'histoire et l'historiographie, y compris donc, je crois, cette difficulté à prendre en compte les études postcoloniales ou cette méfiance qui est encore vive dans la psychanalyse française vis-à-vis de ces champs, faute d'avoir aussi eu un rapport à cette historiographie critique qui est peut-être un médiateur essentiel. Et puis, peut-être qu'il y a une troisième raison, en tout cas qu'on pourrait nommer, c'est-à-dire la fixation un peu dans la doctrine analytique du rapport à l'anthropologie sur l'anthropologie structurale, et donc sur les premiers Lévi-Strauss. Ça aussi a probablement fait en sorte que les rapports à tout ce qui s'est passé dans les champs anthropologiques après la grande époque structuraliste a été grandement négligé. Et là aussi, cette négligence rend difficile maintenant l'articulation entre les champs analytiques et ces champs des études postcoloniales que nous mettons, à partir desquels nous réenvisageons quand même la question des dimensions psychiques du racisme. Du fait que Manoni
s'intéresse d'abord, et ça c'est quelque chose qui est en rupture avec toute une tradition sociologique, ethnographique, etc., s'intéresse d'abord à la psychologie, à l'économie psychique du colonisateur, quelque part. Et cela est donc un geste de rupture vis-à-vis de toute la grande littérature des matrices coloniales qui essayait plutôt de tirer les portraits des peuples colonisés ou de faire. Donc il y a ce premier déplacement qui est important. Et puis, on pourrait dire d'une certaine manière que c'est une thèse qui encore aujourd'hui peut-être a quelque chose de partiellement, sinon scandaleux, mais en tout cas étonnant, c'est-à-dire que Mannoni conçoit au fond l'économie libidinale construite par l'entreprise coloniale comme une gigantesque œuvre de compensation au sacrifice pulsionnel que l'homme occidental s'est lui-même infligé à travers la civilisation moderne, en particulier à travers la renonciation à la dépendance vis-à-vis de la transcendance divine. Le fait d'avoir donné congé à la consolation religieuse, le fait de s'être installé d'avoir introduit des instances égalitaires qui agitent la société et qui créent une dynamique de lutte de classe et une compétition entre individus permanente, etc. Tout ça, pour Mannoni, qui sur ça est très freudien, a un coût pulsionnel très grand. Ça demande des sacrifices pulsionnels très, très grands et d'une certaine manière, pour lui, qui a vécu de l'intérieur le monde colonial, parce qu'il a passé un quart de siècle dans le monde colonial, il constate d'une certaine manière que ce monde-là fonctionne comme une énorme voilà, une compensation à tout cette... c'est-à-dire que l'homme colonial est quelqu'un qui se retrouve en position de quasi-dieu, qui peut faire l'économie de toute angoisse de castration, qui peut se baisser de l'illusion de dominer sur d'autres hommes sur lesquels il projette toutes les parties qu'il a, tout ce qu'il a scotomisé de sa propre identité. Hein, donc l'animalité, l'infantilité, l'irrationalité, la sensualité est attribuée à l'autre primitif, à l'autre colonisé. Alors c'est ça, c'est dans ces termes-là, d'une sorte de... c'est dans ces termes-là d'abord que Mannoni conçoit cette dimension, cette autre économie de l'entreprise coloniale. Donc, lui qui était proche à un moment donné, après la guerre, de la CGT, s'était rapproché du Parti communiste français et avait pris des positions anticolonialistes, etc. Mais dans son livre, reproche aux anticoloniaux d'extraction marxiste de négliger, de ne pas pouvoir prendre en compte cette dimension-là qui est irréductible à l'exploitation économique ou militaire. Voilà. Dans ce sens-là, il nous semble qu'on peut utilement lire Fanon et sa psychologie du colonisé plutôt, et Mannoni avec sa psychologie du colonisateur, c'est-à-dire on peut vraiment les lire ensemble plutôt que les opposer, et les deux se compliquent et s'intègrent plutôt que s'opposer comme on a eu tendance à les lire à l'époque, quand la question coloniale était encore ouverte, etc. Aujourd'hui, on peut vraiment les lire comme un couple analytique, quelque part. Fanon avait lu probablement... non, oui, avait lu aussi bien les articles préparatoires que Peau noire à masque blanc. Et, il est très influencé, Fanon, par la prise de position de Césaire, d'Aimé Césaire, dans le discours sur le colonialisme, etc. Et donc, effectivement, dans Peau noire à masque blanc, il y a une critique assez virulente, en particulier de la notion de complexe de dépendance, cette notion qui a donné lieu à énormément de malentendus. Mais ça n'empêche pas à Fanon de prendre très au sérieux, de considérer l'œuvre de Mannoni comme honnête, hein,
malheureusement trop exhaustive. Cette formulation sur laquelle nous nous attardons dans les livres qui est très intéressante, c'est-à-dire que peut-être il reproche à Manoni l'idée qu'on puisse tout résoudre à coup de psychanalyse, qu'on puisse épuiser l'analyse de la situation par des critères psychanalytiques faisant. Mais nous considérons aussi que cette œuvre inaugurale de Manoni a ouvert un champ, et cette ouverture était très importante pour Fanon, qui a pu s'insérer dans un champ qui venait d'être ouvert, y compris en s'y opposant partiellement, mais les gestes précurseurs de Manoni est très, très important pour la prise de parole de Fanon. Je vais rebondir sur ce que disait Livio à l'instant, sur la rencontre entre, la rencontre conflictuelle et en même temps féconde de Manoni et de Fanon, et la critique que Fanon adressait à Manoni, avec l'idée qu'on ne peut pas résoudre la question coloniale uniquement avec la psychanalyse. D'une certaine manière, la perspective que Manoni déploie complètement dans son article de 1966, écrit en anglais, qui s'appelle « The Decolonization of Myself », la décolonisation de moi, ma propre décolonisation. Cet article de 1966 est l'aboutissement d'un processus qui s'est ouvert donc avec la rédaction de sa psychologie de la colonisation en 1950, qui donne lieu à cette passe d'armes avec Fanon qui en critique le psychologisme implicite, qui rebondit très vite dans un dialogue implicite entre eux dans la revue Esprit en 1951, où ils publient tous les deux, chacun, un article. Manoni, La plainte du noir, et Fanon, L'expérience vécue du noir, qui littéralement ouvre la possibilité d'un dialogue entre eux, à tel point même qu'une des expressions employées par Manoni, montrer sa peau noire, c'est faire tomber les masques, va bien sûr trouver une grande postérité dans l'œuvre principale, on pourrait dire, en tout cas inaugurale, c'est sûr, de Fanon, Peau noire, masque blanc, dont le titre donc lui est directement inspiré par l'expression que Manoni utilise dans cet article où il opère la première étape de sa décolonisation de lui-même, on peut, je pense, le dire comme ça. C'est-à-dire où il identifie le mensonge raciste comme étant le point d'appui de ce qu'il appelle la situation coloniale, c'est-à-dire, disons, le soutènement de l'organisation d'une logique par laquelle la mise en contact de populations différentes, de populations ou de groupes ethniques hétérogènes, se trouve en quelque sorte réduite par la hiérarchisation racialiste et l'organisation d'une domination qui naturalise les différences raciales. D'ailleurs, la psychiatrie coloniale a largement participé à justifier cette orientation par une psychopathologie ad hoc qui d'ailleurs sera largement critiquée par Fanon très rapidement, par exemple dans des articles comme le syndrome nord-africain, où il montre comment le mensonge raciste opère à l'intérieur même de cette école de la psychiatrie coloniale. Donc la première opération qui est promue par Manoni pour se décaler de la manière dont il était lui-même impliqué dans la scène coloniale, c'est cette identification du mensonge raciste à la base de la mise en œuvre de la logique coloniale. Et la deuxième opération donc, qu'il déploie dans cet article de 1966 sur la décolonisation de lui-même, c'est une forme de désidentification à la solution humaniste et universaliste qui prétend donc réduire à rien cette différence qui a fait
l'objet donc d'une invisibilisation par le mensonge raciste, donc réduire à rien cette différence par un aveuglement à la couleur qui prolonge en fait le mensonge dans un malaise. Pour ça, il illustre ça par une formule qui est très parlante, je trouve, et qui ne doit rien à une tentation essentialisante, une stratégie pour expliciter les positions en jeu dans la situation coloniale et qui vont donner lieu à une reprise, à une modification, mais aussi à un prolongement dans la situation postcoloniale. Donc ce que Manoni amène comme explicitation du malaise qui va suivre la non-résolution du mensonge raciste, c'est que ce que le noir est effectivement, c'est la peur que le blanc a de lui-même. Donc cette idée-là, elle soutient chez Manoni l'idée donc qu'il y a un malaise blanc, qui est un malaise racial, et qu'il va, rendre accessible par l'exploration d'un processus des défenses freudiens qu'il étudie dans un autre article publié peu avant dans Les Temps modernes, au titre célèbre, puisqu'il reprend la formule de Freud « Je sais bien, mais quand même ». Alors que le racisme colonial était soutenu par ce que Manoni appelle le mensonge raciste, la situation postcoloniale s'organise plutôt en fonction du malaise qu'il identifie dans ce texte sur la décolonisation de soi et qui tient en particulier aux illusions produites par la solution universaliste, qui promet une sorte de post-différentialisme, mais qui tient à un auto-aveuglement. Et bien donc, le malaise produit dans la postcolonie, il l'analyse, en tout cas il rend possible de l'analyser parce qu'il ne le fait pas lui-même directement. C'est notre construction à nous, on pourrait dire notre tentative d'habiliter Manoni au-delà du champ dans lequel il s'est exprimé directement et qui concerne le racisme colonial. L'idée, pour nous, c'était de se servir des pièces du puzzle qu'il avait constitué entre 1947-48 et 1966, et de rassembler ces pièces pour mettre en valeur donc, ce processus de défense freudien qu'à l'époque, il est le seul à véritablement explorer, donc le démenti. Qui fait l'objet d'une querelle de traduction, puisque le terme allemand, die Verleugnung, est plus généralement traduit par déni de la réalité. On a choisi le terme de démenti précisément pour en faire apparaître une des étymologies donc, qui appuie sur l'idée de mensonge. Évidemment, en rapport avec cette généalogie qui part du mensonge raciste. Donc sa manière à lui de penser le démenti, indépendamment de sa décolonisation de lui-même, nous a permis à nous de proposer une construction d'ensemble où les différentes pièces de son raisonnement se rassemblaient pour effectivement donner accès à la possibilité d'une prise en considération du racisme postcolonial, c'est-à-dire donc la manière dont, une fois les décolonisations effectivement réalisées et dans un espace politique où les races ont été déclarées inexistantes, il s'agirait donc de considérer les raisons pour lesquelles il n'y a plus de race, mais il y a des effets de race qui perdurent, c'est-à-dire que les politiques sont officiellement antiracistes,
contrairement au moment colonial où la ségrégation raciale était officialisée dans les politiques d'État. Dans le temps postcolonial, on est passé à une politique officiellement antiraciste et pour autant, le racisme, c'est-à-dire les effets de race, se maintiennent. À partir de cette affaire du démenti, donc, c'est-à-dire la manière dont on peut savoir que les races n'existent pas, mais continuer à croire à des formes racialisées de la différence, y compris sous une modalité culturaliste, eh bien, à partir de là, la question était de savoir pour nous comment on pouvait utiliser ce processus de défense pour donner son extension à cette prophétie qu'a Lacan au début des années 70, prophétie assez contre-intuitive à cette époque-là, donc le racisme a bien de l'avenir. Il émet cette prophétie au cours d'un entretien télévisé qu'il réalise avec son gendre Jacques-Alain Miller, parce que c'est vraiment très affirmatif. Il tient à ne pas peindre l'avenir en rose, comme il dit, et à ce qu'on puisse prendre la mesure de ce que veut dire la nécessité du racisme dans le temps postcolonial. Alors, il ne le dit pas comme ça, mais comme il s'exprime en 1972, de fait, on est à une période où le colonialisme, où l'empire c'est défait. Et donc, on a cherché à comprendre ce que, avec Manoni et avec le démenti, quelles étaient les perspectives ouvertes par cette prophétie très pessimiste de Lacan. La raison pour laquelle Lacan pense la nécessité du racisme au début des années 70 tient au fait qu'il a isolé dans sa propre doctrine la jouissance comme étant un moteur essentiel de la construction subjective, la jouissance étant la manière dont le sujet cherche toujours sa satisfaction pulsionnelle, mais est toujours en défaut par rapport à cette satisfaction. Ça rejoint des choses que Livio évoquait tout à l'heure à propos de l'économie libidinale dans la situation coloniale. Ce défaut de jouissance, qui est le cœur même de ce que Lacan pense comme jouissance, on est toujours en retard sur sa propre jouissance ou en défaut, implique qu'on est tout le temps en train de courir après ce qu'il appelle un plus de jouir, c'est-à-dire ce qui viendrait compléter ce défaut de jouissance. C'est ce qui l'amène à proposer une homologie entre donc sa propre conception de ce qu'il nomme plus de jouir, qui viendrait réparer ce défaut de jouissance, et la logique capitaliste, puisqu'il en fait, en même temps qu'il pense le racisme au début des années 70, il s'inscrit dans la reprise critique de la théorisation marxiste. Il en fait donc de ce plus de jouir un homologue de la plus-value. Donc le capital court toujours après le plus qui pourrait le compléter. De même, le sujet court toujours après cette jouissance qui lui fait défaut. Alors, l'inconfort propre à la situation postcoloniale et qui garantit en quelque sorte la perpétuation du racisme tient au fait que les jouissances ont perdu leur territoire, leur ancrage, leur manière de s'imbriquer les unes dans les autres en fonction donc d'une logique racialiste. Le courant d'immigration qui a suivi et qui a accompagné, qui a suivi le temps colonial et qui accompagne le moment postcolonial, embrassant les populations et en les confrontant de manière beaucoup moins organisée que ce n'était le cas pendant le temps colonial,
met en évidence ce que Lacan appelle l'égarement de notre jouissance, c'est-à-dire la manière dont la jouissance de l'autre, les modalités de jouissance de l'autre apparaissent comme une spoliation de jouissance pour chacun. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de rencontrer la jouissance de l'autre sans qu'elle, il n'est plus possible de la rencontrer sans qu'elle signifie une forme, disons, de spoliation vis-à-vis de laquelle je me trouve donc en position de manquer moi-même à ma propre jouissance. C'est la mise en évidence de ce rapport de force propre aux jouissances, aux confrontations des jouissances qui prévaut dans le temps postcolonial et qui ne trouve pas de résolution. On pourrait en prendre un exemple assez parlant dans le rapport qui a été rendu récemment à propos de la restitution des œuvres d'art, rapport qui avait été demandé à Felwine Sarr et Bénédicte Savoy. Il est question de rendre aux pays colonisés auxquels des œuvres pendant le temps colonial ont été volées et ensuite exploitées dans des musées nationaux, conservées, exploitées, dont on a joui en Occident, donc dans les musées, souvent les musées nationaux. Il est question de rendre ces œuvres d'art aux pays auxquels elles appartenaient. Donc implicitement, on reconnaît qu'un vol a eu lieu et que ces œuvres vont être restituées. Et qu'il y aura réparation donc, du préjudice qui a été officialisé donc, pendant le temps colonial. Or, et c'est là peut-être qu'on voit comment les bonnes intentions ne sont que le pendant des préjugés auxquels donc, Manoni desquels Manoni, des préjugés racistes, desquels Manoni tente de se décaler pour ne pas justement faire cette psychologie qui soutient un universalisme abstrait et un humanisme dont il a montré la faillite dans son article de 1966. On ne peut pas, donc, quelles que soient les bonnes intentions qu'on a, se départir du soupçon qu'en rendant ces œuvres d'art aux pays auxquels elles appartiennent, on se fait en fait voler quelque chose dans la mesure où on ne peut pas être certain, flotte l'idée qui est un soupçon, qu'on ne peut pas être certain que les pays en question sauront valoriser ce patrimoine culturel à la mesure de ce que nous, occidentaux, avons pu faire avec ces œuvres. Donc, on voit la logique d'un vol de jouissance qui est très ambigu, qui ne cesse pas de s'alimenter, vol contre vol, et où on voit à l'œuvre justement la complexité du racisme dans sa forme, disons, qui ne relève pas d'une responsabilité individuelle. Justement, il ne s'agit ni de préjugés racistes, ni de bonnes intentions post-racistes, mais de la manière dont on est pris dans une matrice de construction des rapports de force collective, dont les incarnations sont individuelles, mais qui déterminent, disons, une certaine circulation à la fois des affects et des idées qui ne permet pas de simplement se dégager de cette logique facilement. On est toujours rattrapé d'une manière ou d'une autre par la manière dont le mensonge et le démenti qui l'accompagnent travaillent l'espace postcolonial.